Bonsoir à tous, il est 19 h, merci d'être à nos côtés sur France 3 Alpes. L'actualité ce soir nous emmènera en Haute-Savoie. Les chasseurs du département tenaient aujourd'hui une grande opération séduction devant un public conquis. L'objectif était de redorer leur blason dans un département marqué par un accident extrêmement grave. L'an dernier, un jogger avait trouvé la mort victime d'un tir de chasseurs. Nous parlerons aussi cinéma avec le festival de Beaurepaire. Comme chaque année, la petite commune de l'Isère a vu défiler les vedettes tout le week-end. Dans le rôle de la guest star, José Garcia répondra aux questions de Nathalie Rapuc. Une interview à fond, vous le verrez. Et d'une vedette à l'autre, Fred Lefrançois tiendra lui aussi le haut de l'affiche avec tous les résultats sportifs du week-end. Mais d'abord, direction Chambéry. Souvenez-vous, en 2002, le centre historique de la ville était la proie des flammes. Un incendie qui avait alors causé la mort de 2 jeunes gens. Pour éviter de revivre un tel drame, la mairie invitait ce matin les habitants à se débarrasser de leurs encombrants souvent stockés dans les greniers, afin de limiter la propagation d'un éventuel nouvel incendie. Bernard Portugal et Frédéric Pasquette étaient sur place. Des bidons d'huile, des livres, du mobilier ou encore de vieilles paires de skis. Un bric-à-brac hétéroclite pour une vaste opération de sécurité menée par la ville de Chambéry. Le but, permettre aux habitants de vider leur grenier de tous ces objets qui peuvent être extrêmement dangereux en cas d'incendie. On a eu un dramatique incendie en janvier 2002 dans l'îlot du château. Et le feu s'est propagé à 10 immeubles, puisqu'il y avait beaucoup de matière stockée dans les combles, dans les greniers. Donc voilà, plus on évite le stockage de matière combustible, mieux c'est pour la prévention incendie. Avec son habitat très dense et ses immeubles souvent très anciens, le centre historique de Chambéry reste particulièrement exposé au risque d'incendie. Sensibiliser les habitants aux bons réflexes en matière de sécurité est donc essentiel. En cas de feu et tout, c'est sûr que c'est toujours mieux que les greniers soient vides et voilà quoi. Au niveau sécurité, c'est vrai que c'est mieux. Depuis quelques années, la ville de Chambéry a établi un vaste plan d'action contre le risque d'incendie. Mise en sécurité de bâtiments, vérification de leur accessibilité ou encore installation d'extincteurs. Dans le même temps, les pompiers ont multiplié les exercices en conditions réelles dans le quartier. L'architecture étant un peu biscornue et enchevêtrée, c'est un gros risque pour les gens et une difficulté pour intervenir. Quand on voit ce qui sort des greniers, c'est vrai que c'est que des matériaux à fort potentiel calorifique et je pense que ce sera une démarche très efficace. Au total, 7 containers ont été disposés dans le centre-ville. L'an dernier, l'opération avait permis d'évacuer des greniers 18 tonnes d'objets et de matériaux. Fait divers avec cet incendie à la prison d'Éton en Savoie. Une épaisse fumée noire se dégage du bâtiment depuis le milieu d'après-midi. 25 émeutiers ont en fait déclenché 3 départs de feu qui se sont propagés à 2 des ailes du bâtiment. Un important périmètre de sécurité a été mis en place autour du site avec un gros déploiement de gendarmes et pompiers. Pompiers qui ont réussi à maîtriser le sinistre peu avant ce journal. Une situation à suivre en temps réel sur notre site internet alpes.france3.fr. Ils sont près de 120 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Les chasseurs ont aujourd'hui fait des yeux de biche aux non-chasseurs. Une opération de communication pour tenter de redorer leur blason. Un blason parfois terni aux yeux des promeneurs. Il faut dire que l'an dernier, 2 accidents mortels ont été déplorés dans les Alpes. Reportage en Haute-Savoie avec Ariane Combe et Christian Mathieu. Au rendez-vous de 6 h le dimanche matin, les chasseurs d'Annecy ont rarement été aussi nombreux. Montrez tous, aujourd'hui c'est un invité, un chasseur. Amis, famille, curieux ou futurs chasseurs, une vingtaine d'invités participent aujourd'hui à la battue. Alors j'invite à tous les chasseurs à venir, comme tous les matins, s'enregistrer pour la battue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu ce qui plaît aux chasseurs, comment ça fonctionne, les règles de sécurité, et puis savoir un petit peu les quotas, pourquoi ils tirent plutôt un type de gibier qu'un autre. Pour les chasseurs, il s'agit de redorer leur blason. Les chasseurs, c'est pas seulement, on vient pas seulement pour tirer aussi les gibiers, on vient pour passer un moment avec les collègues, et puis aussi pour être un peu dans la nature. C'est pour ça que pour nous c'est important d'avoir aussi du monde qui vienne voir et partager un peu ce moment avec nous. Une fois rappelées les règles de sécurité, par groupe de 2, chasseurs et invités s'emparent du territoire. Une marche d'approche d'une petite heure jusqu'à un poste fixe dans la forêt. Au poste, la règle d'or, c'est aucun bruit. Tu
tu écoutes la nature, voilà, et tu vas peut-être voir arriver un animal. L'attente fut longue, très longue. Pas un sanglier à l'horizon, ni même un cerf ou un chevreuil. Aucun coup de feu dans la battue, mais un bon moment en forêt, nous dit-on. Ça fait une belle promenade. Le gibier, bon, des fois on n'attrape pas, c'est comme la pêche, c'est pareil. Public conquis pour cette opération de communication des chasseurs. 160 personnes ont été invitées en Haute-Savoie. Et puis à la chasse tout court, certains préfèrent la chasse aux champignons. Après bien des semaines de disette, la faute à une météo tantôt trop douce, tantôt trop froide, les champignonneurs retrouvent enfin des couleurs. Jean-Christophe Pain et Joël Serroni ont, vous allez le voir, pris leur courage à deux mains et sont partis à leur rencontre dans les environs de Champs-Rousse en Isère. Regardez. Les champignonneurs n'attendaient que ça, le petit rayon de soleil après la pluie. Mais ce matin, sur le spot des Séglières, nous découvrons de bien tristes mines, de bien maigres récoltes. Incompréhension, déception, interprétation. La pluie, effectivement, a eu le temps un tout petit peu de s'imprégner sur la petite surface de la terre, mais les spores, si vous voulez, le matériau pour les champignons, la mayonnaise n'a pas pris. Défiant l'avertissement, faisant fi de cette théorie, nous pénétrons à notre tour dans la forêt profonde. Maman, viens voir. Après plusieurs heures de traque, les pieds trempés, l'angoisse au ventre, notre patience est finalement récompensée. C'est l'heure de la rencontre. Tout à coup, au détour d'un chemin, la princesse des bolets nous apparaît enfin. J'ai l'intuition qu'il y a un cep quelque part, du coup je m'avance et j'en trouve. Ça se manifeste comment? Enfin, t'as quelque chose qui est en toi qui... C'est comme une petite lumière qui s'allume. C'est comme quelque chose qui me pousse, qui me dit il y a un cep qui est là. Et mademoiselle Camille de nous guider parmi le petit peuple de la forêt. Sous ses pas, on entend grogner les cèpes et sonner les trompettes. Là Camille, tu es formelle, il s'agit donc de... Trompette de la mort. Et là vous en avez aussi tout au fond, qui sont des jolies aussi. Et vous avez des trompettes centrales juste à côté. Pour ceux qui n'ont pas, comme Camille, la vision des champignons, ce fut tout de même un bien beau dimanche d'automne, dans les prés, sous les frondaisons. Allez, comme chaque dimanche, place à notre invité du week-end. Cette semaine, Yann Gonon reçoit John Dixa, président de SOS Attitude. Son association vient d'envoyer de l'aide en Haïti, comme elle le fait lors de chaque catastrophe humanitaire, au Népal par exemple, ou plus récemment en Italie. L'invité du dimanche, c'est maintenant. On se retrouve tout de suite après. Bonsoir John Dixa, on a fait votre connaissance sur France 3 lors du séisme au Népal et puis plus récemment on a suivi votre travail en Italie. Vous étiez sur place en quelques heures seulement avec des tentes pour abriter les victimes. Vous intervenez en combien de temps généralement? Au pied levé. On reçoit souvent des alertes sur une catastrophe naturelle un quart d'heure, 20 minutes après par texto. C'est un système global. Et sur l'Italie par exemple, on était sur place au bout de 18 heures. Avec du matériel, notamment une remorque pleine de tentes. Comment vous faites pour aller aussi vite? Le bureau se réunit quasiment dans l'heure qui suit. On prend la décision d'y aller ou pas. Et une fois que la décision est prise, on met tout en place pour partir. Il y a une organisation particulière. Tout est déjà prêt. Vous avez plusieurs hangars dans le monde, c'est ça hein? C'est ça. Ce qui est important dans l'abri de l'urgence, c'est ce que nous faisons, c'est d'avoir du stock disponible. Et ce stock, des tentes, notamment des tentes familiales. Il y en a 3 zones de stockage. La Belgique, pour tout ce qui est Europe, Amérique. Dubaï, pour tout ce qui est Moyen-Orient et Asie. Et la France également, avec un stock d'une centaine de tentes pour pouvoir partir vraiment au pied levé, comme pour l'Italie. Alors vous êtes une toute petite organisation basée à Grenoble. Vous êtes concurrent des autres grandes associations ou est-ce que vous travaillez ensemble sur le terrain? Je dirais complémentaire. On est souvent les premiers sur place, de par notre chaîne de commandement très courte. Et on travaille en partenariat avec des grosses structures, notamment la Croix-Rouge française, les Nations Unies à Genève. On est en complémentarité. Dernièrement au Népal, dernièrement en Italie. Est-ce qu'il y a des pays qui vous accueillent plus facilement que d'autres? Est-ce qu'il y a des pays qui vous disent on n'a pas besoin de vous? Non, on n'a jamais vu ça. On a fait une cinquantaine de missions en 8 ans. Quand vous arrivez sur place avec des ressources, du matériel, vous êtes toujours le bienvenu.
Et on arrive toujours avec du matériel, donc on n'a jamais vu le cas où on n'a pas voulu de nous. En même temps, en Italie, c'est un pays riche. Est-ce qu'ils ne se disent pas, non, on n'a pas besoin de vous, on sait le faire? Diplomatiquement, est-ce qu'ils vous disent, non, vous venez pas? L'Italie a les moyens de faire face à un tremblement de terre comme il y a un mois. Mais notre spécificité, c'est de dire qu'il leur faut peut-être 1 mois, 6 semaines pour mettre tout le monde à l'abri. Et nous, on va venir faire les 2%, les 3% qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc, c'est une complémentarité. Donc, c'est sûr que sur le temps, ils peuvent répondre à ça, comme au Japon, comme on nous avait fait il y a 3 ans. Mais notre spécificité, c'est en tout début de crise. Et là, ils ont besoin de toute l'aide possible. Alors, vous êtes venu avec une photo qu'on va découvrir, une photo du Népal, hein, justement. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente beaucoup de choses. Son plan associatif, elle représente ce que l'on cherche à faire, c'est protéger la cellule familiale qui est souvent composée, comme vous voyez là, d'une maman avec un enfant. On ne veut pas montrer la côté sinistré de cette famille. Et là, vous voyez qu'il fait beau. Et bizarrement, c'est souvent le soleil qui tue les familles vulnérabilisées parce qu'il s'est fait trop chaud, se déshydratent, etc. Évidemment, sur notre plan, c'est un petit clin d'œil à la vie en général et à une de mes filles en particulier qui a un enfant de cet âge. C'est-à-dire que ça peut arriver à tout le monde et que finalement, ces gens, ils sont comme nous? Oui, oui, tout à fait. Ils ne s'attendaient pas à recevoir un tremblement de terre sur la tête. Et là, c'était une communauté qui était très près de la frontière avec le Tibet. On était à peu près à 3000 mètres là. C'est des communautés de paysans. Et là, effectivement, d'un coup, un tremblement de terre, il se trouve personnes seules, familles tuées, sans aucun abri. Et notre but, c'est d'essayer d'aider les familles. C'est l'intervention qui vous a le plus marqué? C'est une intervention marquante sur l'ampleur, mais ce qui m'a plus marqué, sincèrement, ce n'était pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe tout simplement humaine. C'est les migrants que j'ai vus passer sur l'île de Lesbos l'an passé. 2000 migrants arrivant tous les soirs par bateau. Sur une île paradisiaque. Une île sur laquelle, sincèrement, si on tournait vers le nord, on voyait la Turquie avec les migrants. Si on se tournait vers le sud, c'était une île où on voulait partir en vacances. Comment vous êtes tombé dans l'humanitaire, John Dixa? Je pense que j'ai rencontré quelqu'un qui était dans ce genre de milieu. Et quand je l'ai vu, j'ai su tout de suite que c'était pour moi et pour nous. Vous êtes chef d'entreprise dans le civil, j'allais dire. Oui. Ça prend beaucoup de temps, cette association? Mentalement, oui. Sur le temps, oui et non. C'est-à-dire que derrière, il fait partie de notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on passe tout notre temps là-dessus? Non. Est-ce qu'on passe des moments forts et importants quand il le faut? Oui. Vous avez l'impression que c'est vous qui donnez le plus ou finalement c'est l'association et tout ce que vous faites qui vous donne, qui vous apporte le plus? Je pense que c'est ce qu'on reçoit, alors que ce n'est pas demandé, mais ce qu'on reçoit sur l'équilibre, je dirais, personnel, est énorme. Ce que l'on donne, c'est peu, mais c'est donné avec cœur. Vous vous dites un jour j'arrêterai? Non. Je ne vois pas ça sur l'horizon. Le jour où je m'arrête, effectivement, donc ce serait triste pour moi. Mais en tout cas, personnellement, je suis dans la transmission de connaissances. Et je pense que tous ceux qui sont dans l'association, qui peuvent nous joindre, apprendre des choses et continuer, je dirais, le chantier, ils sont le bienvenu. Merci en tout cas, John Dixa. Merci beaucoup d'être passé par le Journal des Alpes. OK, merci beaucoup. L'autre rendez-vous du dimanche, ce sont les sports avec vous, Fred Lefrançois. Fred, on commence avec du rugby à Chambéry et ça rime. Un match de rugby à Chambéry, effectivement, un match de rugby de Fédéral Élite, autrement dit l'antichambre de la Pro D2. Un match entre Chambéry et Bourg-en-Bresse qui s'est joué cet après-midi. La partie a bien commencé pour les Chambériens, mais Chambériens et Burgiens se sont quittés bons amis sur un score de parité de 23-23 et les 3 derniers points ont été marqués, vous les voyez, en toute fin de match pour Chambéry qui pousse un ouf de soulagement au final d'un match crispant. On écoute au micro de Bernard Portugal Damien Vicinte, le capitaine de Chambéry, un capitaine un peu frustré. C'est un match de haut niveau là où c'est très engagé. Il y a eu beaucoup de jeux des deux équipes. Voilà, ça se voit à la fin avec un match nul à la clé. Voilà, c'est comme une déception d'avoir que 2 points alors qu'on aurait pu en avoir 4. Mais malgré ça, voilà, je pense qu'au vu du combat qu'ils ont effectué, nous aussi, un match nul est la moindre des choses.
Allez Fred, maintenant prenez votre souffle, buvez un peu d'eau. C'est parti pour un beau marathon de résultats en tout genre. Et des résultats qui nous laissent à Chambéry, mais cette fois-ci avec l'équipe de handball en déplacement en Allemagne, à Berlin, pour son match retour de Coupe d'Europe. Défaite pour les Chambériens, 24-22. L'aventure européenne s'arrête là pour Chambéry. Et on continue effectivement avec une belle fournée de résultats en tout genre. En basket, on a joué hier soir la première journée de Pro B. Aix-Maurienne Savoie s'est imposée face à Boulogne-sur-Mer, 63-71. Et on enchaîne en football. Nos 2 clubs régionaux évoluant en CFA ont connu des fortunes diverses à l'occasion de la 8e journée. Un nul 1-1 pour Annecy face à la réserve de l'Olympique Lyonnais. Annecy est 8e. Défaite pour le GF38 face à Villefranche. Les Grenoblois sont 3e de CFA. Enfin, hier, on jouait également la 12e journée de Ligue Magnus et déjà la 9e défaite pour Chamonix-Morzine. Hier soir, les Hauts-Savoyards en blanc ont inscrit 3 buts, un par tiers-temps. Le premier signé Peter Olenko, tout comme le deuxième. Enfin, c'est Luc Mofta qui marque le 3e but. Le seul problème, c'est que les pionniers, dans un même temps, ont encaissé 7 buts et donc défaite 7-3. Chamonix-Morzine est dernier de Ligue Magnus. Après tous ces scores, tous ces chiffres, Fred, faites-nous rêver avec de belles images. C'est l'heure de la revue du web. Une revue du web articulée comme d'habitude autour de 4 vidéos, 4 extraits de vidéos que nous avons trouvés sur Internet. Nous allons y croiser entre autres un surfeur un peu bizarre et puis nous allons retrouver Colline Balébaz en pleine session freestyle avec ses skis aux pieds comme d'habitude. On commence avec un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Le truc en question, c'est le skysurf. Un moyen de locomotion aérien qui avait quasiment disparu. Eh bien, il revient. Et pour son retour, il fait fort, très fort. Puisque notre skysurfer évolue au ras d'un nuage, aux portes d'un orage. On a eu, comment dire, un coup de foudre pour cette vidéo électrique. Une ligne tendue entre les éléments et une vidéo qui met le feu à la glace, ou plutôt qui mélange le feu et la glace. C'est dans un drôle de décor que nos slackliners nous invitent à déguster leurs rebonds et autres envolées. Une vidéo qui fait le show, dans le froid, le tout, en une seule fois. À vos rames, prêts, partez. Voici le top 10 des plus gros sauts en kayak extrême. Du très haut débit pour des kayakistes au gros cœur. Énorme chute d'eau, monstrueux bouillon, rien ne leur fait peur. Leur truc, c'est la bascule, tête la première, avec lâcher de pagaie juste avant de se retrouver dans le grand bain. Et on se quitte avec Colline Balébaz. Notre jeune iséroise nous gratifie d'un bon petit bout d'édit bien freestyle. Une vidéo qui nous prouve que le street, c'est pas que pour les garçons. Les filles ont leur mot à dire. Et quand on les laisse s'exprimer, elles ont beaucoup de choses à raconter et à faire voir. Il ne manque rien, les tricks sont juste parfaits. Une vraie vidéo à la sauce Power Girl, des girls qui se mettent des grosses boîtes comme les garçons. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Et on termine avec l'affiche, une affiche pour saluer le retour d'Aix-Maurienne Savoie Basket en Pro B. Après un an en national, il retrouve donc l'autoroute de la Pro B. Ce sera vendredi soir à 20h face à Saint-Quentin. Le coup d'envoi, 20h vendredi. C'est tout pour cette semaine, Fred ? Promis juré. Eh bien, merci beaucoup à vous. Et sur ce plateau, eh bien, une affiche en chasse une autre ce soir. Après le sport, le cinéma, prenons la route de Beaurepaire. La petite commune de l'Isère accueillait ce week-end son festival de cinéma, donc avec José Garcia en invité d'honneur. José Garcia que l'on retrouve aux côtés de Nathalie Rapuc.
Je me trouve devant le cinéma de Beaurepaire qui compte seulement 2 salles de cinéma mais vient de faire près de 2000 entrées ces derniers jours. Vous le voyez, il y a du monde autour de moi. C'est à l'occasion du 28e Festival des rencontres internationales de cinéma que ce public peut voir des films en avant-première et rencontrer des réalisateurs et même des stars que nous retrouvons après ce reportage. Très tôt, j'ai appris que les prédateurs faisaient peur aux esprits peu curieux. 3 ans de tournage en solitaire dans une vallée des Alpes, gardée secrète. Ce film n'est pas un documentaire, c'est l'histoire d'une quête, l'histoire d'une aventure sauvage que Jean-Michel Bertrand, le réalisateur, partage en avant-première avec ce film d'un genre particulier. J'ai envie de voir comment va réagir le public à cette histoire-là, si ça va le toucher, si ça va lui parler, s'il va être ému. Parce que voilà quoi, je vais lâcher le film là. Là maintenant il va m'échapper. Et c'est le premier jour où j'en suis à Beaurepaire. Le public aussi se souvient des œuvres qu'il découvre lors du Festival des rencontres internationales du cinéma. Car c'est avant tout des échanges entre public et réalisateurs, une vraie dynamique pour la ville de Beaurepaire. On voit des films en avant-première déjà, c'est pas mal. Et puis surtout les artistes qui viennent, les metteurs en scène, vraiment c'est très intéressant, quoi. On peut leur poser des questions, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'année du fait de ce festival. Il y a une équipe qui s'appelle Autour du cinéma Laurent aussi, qui crée des soirées, des choses comme ça pendant l'année, à thème, c'est bien. Pour cette 28e édition, des avant-premières, des courts-métrages, mais aussi des animations, cascades, bagarres et maquillages plutôt sanglants. Et ce soir, en avant-première, à fond, un film de Nicolas Benamou, avec notamment José Garcia qui se trouve à mes côtés avec toute l'équipe du film. Voilà, avec notre réalisateur Nicolas Benamou, Caroline Vigneault et toute l'équipe du film qui est à fond. Voilà, on est à Beaurepaire et ça va vraiment castagner. Il y a le petit dernier là qui est un petit peu tendu, c'est normal. C'est le petit Luigi, c'est mon dernier celui-là. Alors justement, parlez-nous un petit peu de cette comédie à fond. Ah bah écoutez, il n'y a rien à dire, c'est qu'on est tous à fond. Voilà, on n'a rien à dire, c'est une comédie familiale, pleine de sensations. Vous pouvez parler au maître, à notre maître des clés, notre père Foura à nous, qui peut vous donner une idée de ce qu'est. Voilà, c'est lui, notre mécène. Alors d'où vous est venue cette idée de faire un film, une comédie dans une voiture ? J'étais moi-même bloqué à 130 km/h un jour et je me suis dit, c'est vraiment marrant comme situation. Donc il faudra en faire un film, voilà comment ça m'est venu. Et c'est comme ça que vous avez convaincu l'équipe ? Oui, parce que tout le monde était bloqué avec moi dans le même véhicule, donc ils n'avaient pas le choix. Et pourquoi être venu ici présenter ce film ? Parce qu'on avait pris l'autoroute, à un moment on était bloqués, on était tous à fond. Voilà. Pourquoi venir à Beaurepaire ? C'est pas la première fois. À Beaurepaire, tout le monde est à fond. Et à part ça ? Bah à part ça, le petit arrête pas de pleurer, mais lui aussi il est à fond. Vous allez embarquer tout ce beau monde dans votre comédie ? Dans la salle de spectacle et on va tous y aller maintenant à fond. Voilà. Merci beaucoup. Alors, à fond ou pas, ainsi va l'actualité dans les Alpes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'information continue à fond sur notre site internet Alpes.